Les Icos partent en live, le podcast, déjà la 4e édition. Dehors il fait froid et comme on dit, plus il fait froid dehors, mieux on est chez soi. En effet, c'est un temps à aller se réchauffer sous la couette ou à lire de la poésie au coin du feu ou s'écouter un bon disque emmitouflé sous des couvertures bien sûr. Elle a 20 ans de carrière, elle a fait la tournée des bars à Paris, arrondissement par arrondissement, en peignant dans ses chansons ces personnages si beaux qui se confie parfois au bar, et si cher à ce Paris qu'on aime. Elle a conquis le très jeune public avec les contes du Père Castor. Elle est également partie à l'international jusqu'à Kiev pour faire vibrer un millier de personnes. Récemment, elle a mis en musique 13 poèmes de la poétesse Renée Vivien. Alors, asseyez-vous bien, réajustez votre couverture, serrez ce que vous aimez, parce que c'est avec un grand plaisir et c'est un immense honneur que je reçois dans les Icos partent en live, Pauline Paris. Voilà, donc je suis avec Pauline Paris, bonjour. Bonjour. Dans les Icos partent en live pour un interview par rapport à ta musique. Alors Pauline, il n'y a pas longtemps, tu as fêté tes 19 ans de carrière. Il paraît que tu as commencé d'abord du violoncelle, puis après une guitare que tu aurais empruntée à ta sœur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça ? Alors tout à fait. J'ai commencé, en réalité j'ai commencé à 15 ans et j'en ai 37 maintenant. Donc un peu plus de 19 ans de carrière maintenant, mais c'est vrai que la première affiche que j'ai retrouvée récemment, une de mes premières affiches datait du 17 octobre 2003. Et en voyant cette affiche, je me suis dit, on est en octobre 2022, faut que je fête les 19 ans pour changer de l'habitude des 20 ans de carrière. Je me suis dit, voilà, les 19 ans, et que j'allais chanter pour ce concert auparavant toutes mes chansons de quand j'avais 19 ans. Et en effet, j'ai commencé par le violoncelle quand j'avais 8-9 ans. J'en ai fait 3 ans. Et après, là, j'ai du coup appris un petit peu j'ai été au conservatoire de Meudon pendant 2 ans. J'ai continué 1 an le violoncelle quand j'étais en pension en Angleterre. J'étais en pension en CM2. Et ensuite, je suis rentrée et là, j'ai arrêté le violoncelle. Pendant 5 ans, pas de musique. Et à 14 ans, je découvre la guitare de ma sœur qui, depuis 2-3 ans, traînait dans un coin de la chambre et n'était jamais utilisée. Et j'ai commencé comme ça à toucher les cordes et très vite, en fait, j'ai écrit ma première chanson comme ça. J'ai appris, j'ai trouvé des sonorités qui m'avaient l'air bien et j'ai tout de suite écrit en anglais. Et voilà, donc j'ai appris la guitare en composant en fait. C'est un peu prenez 3 accords et faites votre chanson. Et c'était complètement ça. Ouais, c'était des accords un peu bizarres parce que j'avais aucune conscience. Je crois même pas qu'on avait tant que ça à ce moment-là. Internet, c'était pas hyper développé pour trouver facilement des accords comme ça. Il fallait avoir un prof qui te montrait un peu. Donc j'avais pas de méthode rose, il y avait rien. Donc c'était vraiment à l'oreille. Et puis la première année, j'ai rapidement, je crois qu'au bout d'1 an, j'ai commencé à faire mon premier concert dans un bar. Et j'ai surtout rencontré mon prof de guitare, Antoine Amig, qui a notamment été, c'était le guitariste de, ça l'est peut-être d'ailleurs toujours, je sais plus, faut que je garde d'Amélie les crayons pendant un moment. À l'époque, il donnait pas mal de cours à différentes amies du collège, et donc elle m'avait donné son contact, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vit à Lyon maintenant, Antoine, et on a gardé contact. Je vais parfois le voir faire ses concerts, et il vient me voir faire les miens. Mais il m'a appris plein d'accords, tu vois, des accords de jazz, de bossa, vraiment des accords colorés, et à chaque fois que j'apprenais un accord, j'en faisais une chanson pour l'intégrer. Donc il y a beaucoup de chansons que je dois à Antoine indirectement parce que il reconnaîtrait toutes les lignes qu'il a. C'est ça, les petites lignes, les 2-5-1. Il y a toute une histoire d'harmonisation parfois qui m'apprenait et que je reproduisais comme ça. C'est pour ça que parfois j'ai du rock, j'ai du blues, j'ai du jazz, j'ai de la bossa, j'ai plein de styles différents dans mes chansons parce que j'ai une palette. J'ai une palette, voilà. Ouais. Une palette, d'accord. Alors, il paraît donc que tu commences à chanter en français pour un poème de Verlaine. Verlaine, un poète. C'est quelque chose qui va t'accompagner, la poésie, en fait, par rapport à ça, parce que c'est Renée Vivien. Oui, en fait, à mes débuts, en gros, de mes 15 à 18 ans, à peu près, j'ai écrit qu'en anglais, parce que j'avais peur aussi d'être comprise, tout ça. Et
en fait, à un moment, je sais plus très bien, il faudrait que j'y réfléchisse, mais à un moment donné, l'envie du français est arrivée. Peut-être quand je prenais plus confiance en moi. Et là, c'est Paul Verlaine. J'ai pas commencé directement à écrire en français, pour le coup, mais j'ai utilisé en effet un poème de Paul Verlaine, Il pleure dans mon cœur, donc qui avait déjà été repris par Léo Ferré, mais ça, je l'ai su après coup. Il pleure dans mon cœur, j'ai donc mis en musique ce poème. Ensuite, j'ai mis en musique Mon rêve familier et Jeunesse de Paul Verlaine. Et ensuite, plus du tout de poésie. J'ai commencé à écrire moi en français, à apprendre, à me sentir plus confiante là-dedans. Et tout d'un coup, je passais d'un style rock à un style beaucoup plus chanson française en changeant de langue. Et en effet, Renée Vivien est arrivée. Renée Vivien, donc c'est une poétesse du début du XXe siècle que j'ai découverte en 2017. Mais elle est morte en 1909. Et c'était une poétesse lesbienne et qui parlait ouvertement de ses amours saphiques dans ses poèmes. Moi, j'en avais jamais entendu parler, alors que voilà, une femme poétesse lesbienne de la belle époque. Il n'y en a peut-être pas 36. Il n'y en a pas 36 et on devrait au moins les énumérer ou l'étudier un petit peu en classe. Ça me paraît fou parce qu'elle a été très prolifique en plus. Il y a beaucoup d'écrits d'elle, alors qu'elle est morte à 32 ans, hyper jeune. Et donc, quand j'ai découvert cette femme grâce à Hélène Azera, qui est une journaliste qui avait cette émission Chanson Boom, et celle qui m'a parlé de Renée Vivien en me disant que c'était une femme oubliée, il fallait absolument la mettre en chanson. Donc je découvre toute cette œuvre et c'est là où en effet, du coup, 20 ans plus tard, j'ai recommencé à mettre en musique des poèmes, les poèmes de Renée Vivien. Et c'était important pour moi et encore une fois, ça m'a... Comme Paul Verlaine quelque part, je suis passée par Paul Verlaine pour apprendre à écrire en français. J'ai d'abord dû passer par un aîné et là, Renée Vivien, je passe par cet aîné pour parler aussi des amours saphiques. Moi, j'ai jamais réussi à écrire de manière très évidente, c'est toujours été un peu masqué, mon amour pour les femmes dans mes chansons. Et ce travail que j'ai fait de mettre en musique ces poèmes, ça m'a permis aussi à moi d'affirmer quelque part, d'oser parler de mon amour pour les femmes, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que j'écris avec beaucoup plus de clarté, voilà, sans ce voile où il faut absolument être ambigu pour ne pas choquer voilà. Donc il y a quelque chose, encore une fois, mais qui s'est lancé. Qui se développe, quoi. Qui se développe et grâce à des personnes qui sont passées par là avant, quoi. C'est marrant, on a besoin. Et Renée Vivien, elle-même, a réussi. À l'époque, elle était aussi traductrice elle écrivait beaucoup de la poésie, des nouvelles, mais elle a aussi beaucoup traduit Sappho, l'œuvre de Sappho, donc cette poétesse de la Grèce antique. Et Renée Vivien, au départ, signait ses propres œuvres R. Vivien, puis René sans E à la fin de René, donc on pensait que c'était un homme. Elle était vraiment dans ce mystère-là, de faire en sorte que les lecteurs, lectrices ne sachent pas que c'était une femme qui parlait d'un amour à une autre femme. Et quand elle a traduit Sappho, c'est là pour la première fois qu'elle a signé Renée et Vivien, en assumant complètement son intérêt pour l'œuvre de Sappho, qui était aussi une œuvre complètement lesbienne. Donc elle aussi, c'est marrant de voir ces schémas que chacun d'entre nous a besoin d'un modèle souvent pour se lancer ensuite de manière plus assumée, plus ouverte. On a tendance, j'ai l'impression, à passer par ce qui a été fait avant, quoi. Bon, et si on voulait faire un parallèle, Verlaine avait une relation avec Rimbaud. Donc là aussi, on avait... Tout à fait. C'est comme quoi j'étais prédestinée à parler des amours saphiques. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait. Quand je vois ce que tu fais donc des spectacles jeunes publics, et puis donc ces chansons plus sur l'amour et l'érotisme. Je pense à Tommy Ungerer qui a fait Les Trois Brigands, qui étaient des trucs pour enfants, mais qui a aussi fait une série de dessins érotiques. Je trouve ça ce parallèle assez marrant. Je sais pas si ça t'en avais... J'en avais entendu parler. Il l'a exposé en plus. Ça n'a pas été exposé à Paris. Si, il y a même il y a un musée à Strasbourg, Tony Ungerer, avec tous ses dessins. Et il y a les deux, quoi. Il y a ce côté jeune public et ce côté... On a voulu avec la Polycompagnie, donc c'est la compagnie que j'ai du côté théâtre jeune public, on a voulu adapter Zeralda, le géant de Zeralda de Tommy Ungerer. Donc ouais, moi je suis hyper attirée par son univers. Et en effet, il est très varié. Il a aussi des nouvelles assez... de meurtrières un peu, non ? Il n'y a pas des nouvelles comme ça. Jugement de la société. Ouais, très satirique. Très satirique, ouais.
c'est vrai qu'il est très... Moi, j'aime beaucoup ce personnage et je me reconnais un peu en lui parce que j'adore que cet homme-là et en fait, il a pas que l'étiquette petite histoire jeune public. Déjà, dans ses histoires et même pour enfants, il y a vraiment souvent une seconde lecture et quelque chose de quand même très... Zeralda et l'ogre et tout ça, c'est quand même un peu du cannibalisme et tout ça. Enfin, bon, c'est assez violent en soi. Mais je trouve qu'il touche à tout. En effet, tu parles de ses expositions, dessin et autisme, il y a ses nouvelles. C'est quelqu'un hyper varié et moi, j'ai un peu ce truc-là où je m'ennuie si... Je suis aperçue assez vite que si je faisais que écrire mes chansons, faire un album tous les 2 ans, faire la sortie de l'album dans une jolie salle, puis préparer l'autre album et faire ça toute ma vie, j'allais péter un câble. Donc l'idée de développer le théâtre jeune public, ça a été génial. Avec Simon, on fait ça régulièrement. On s'inspire d'histoires, soit du Père Castor, soit que Simon a créé un conte aussi qu'on a adapté. Et donc on a notre petite équipe là. Moi, j'ai ma petite équipe de René Vivien. J'ai mes chansons à moi que je tourne en France, en Allemagne. J'ai écrit un bouquin avec Léa Loudjeter sur les dessous lesbiens de la chanson. Et donc j'utilise la musique sur à plein de niveaux différents. J'adorerais me mettre au podcast, j'adorerais me mettre un peu plus à la musique de film. J'ai fait récemment la musique pour un documentaire. Mais tu vois, c'est ça que je trouve passionnant, c'est de décliner ce qu'on sait faire et de se tester. Et là, plus récemment, j'ai mis en scène Camille Feist sur son spectacle La Fille Polaire qu'elle commence à tourner. Enfin, la première, c'était avant-hier, c'était dimanche. Donc j'ai découvert ce que je valais aussi en mise en scène, tu vois. Et j'adore. Bah, je sais pas s'il y a du talent partout, mais en tout cas, il y a de la curiosité partout. Alors, moi, il y a une question, parce qu'au départ, donc, tu as donc ces chansons, tu fais la tournée des bars. Ouais. Que tu mets dans chaque quartier, et finalement dans tes chansons on sent quand même un amour pour la ville, un amour pour Paris. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je ressens. Alors peut-être que je ressens pas ce que forcément, mais je me dis il y a vraiment un rapport particulier quand il y a cette chanson sur le Pont des Arts. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la ville. Ouais. Et je me dis, est-ce que Pauline Paris, est-ce que si ça avait été à Grenoble ou à Bordeaux, est-ce que vraiment Pauline Grenoble, est-ce que ça aurait été pareil? Est-ce que ce rapport à Paris il est vraiment... Puis c'est vrai que on te dit souvent le titi parisien. Enfin voilà, il y a un petit côté. Et puis la Belle Époque, c'est surtout des choses qui ont été faites sur Paris. Est-ce que ce rapport à Paris, c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a guidé un peu dans cette... Paris, Pauline Paris, c'est mon vrai nom, donc c'est pas un nom de scène. Même si j'adore Paris, j'ai pas choisi mon nom de scène. Par rapport à mon amour de la capitale. Mais en fait, je chante un peu ce que je connais et les histoires des gens que je rencontre souvent dans cette ville. Mais c'est vrai que cette ville, je l'ai parcourue en long, en large, un peu partout. Et il y a quelque chose de très mystérieux dans Paris que j'adore, qui est lié à quand je claque la porte de chez moi pour un début de soirée, je sais vraiment pas ce qui peut arriver, ce qui va arriver, il y a quelque chose de très incertain. Parfois, quand on est dans un état de doute, c'est flippant. Paris n'est pas accueillant. Paris, on se sent pas en sécurité. On trouve qu'il y a trop de monde. On se sent agoraphobe, quoi. Il paraît, ouais. Et parfois, par contre, quand on sent bien qu'on est sur son petit nuage, on a l'impression, alors que c'est les mêmes rues, qu'en fait, Paris est hyper accueillant, bienveillant, que les gens sont sympas, que tout le monde est beau. À la fois, il y a... Et selon les quartiers, selon où l'on va, c'est vrai qu'il y a des Paris différents, quoi. Il y a plein de... Pour moi, il y a une chanson comme ça, c'est vrai Paris est très présent dans mes chansons. C'est souvent mon décor, mais c'est parce que j'ai rencontré les gens qui m'ont inspiré mes chansons. C'est dans les bars parisiens. Comme tu dis, ma tournée des bars, là, du 1er au 20e, que j'avais fait pour le 2e album, Le Grand Jeu, là, l'idée c'était d'aller vers le public, d'aller chercher le public et pas de lui demander de venir jusqu'à moi au café de la danse ou je ne sais où, mais d'aller vraiment en bas de chez lui. Et donc, du 1er au 20e, 1, 2, 3 dans l'ordre jusqu'au 20e, c'était un bar pour valoriser aussi ce rapport de quartier, de proximité, d'intimité, quoi, entre le public et l'artiste. Et après, Paris, c'est un tout, parce qu'en fait, Paris, tout le monde, à partir du moment où on vit à Paris, on est parisien, mais beaucoup de gens viennent d'ailleurs, quoi. Donc c'est assez fabuleux parce qu'il y a des histoires très très riches où finalement,
moi, il y a très peu de personnes que je connaisse qui sont vraiment foncièrement nées dans Paris et qui y vivent toujours. Et donc, et j'ai une chanson Suzy D, donc il y a un petit jeu de mots facile à trouver, qui parle en l'occurrence de Paris en tant que visage, que personne, un peu, comment dire, une sorte de dieu plus proche des dieux grecs, de dieu qui a à la fois des qualités et des défauts, et en fait qui est un peu, même un peu diabolique, qui va entraîner cette fille qui vient de la province dans ses rues, et au départ il lui fait voir un peu tout le beau monde bling bling de la nuit et tout ça, et elle se fait avoir dedans, et on va la retrouver en fait noyée dans la Seine, et c'est une sale histoire. Et il y a, pour moi, Paris, à ce côté-là, parfois, il t'en met plein la vue, et il t'élève, et parfois, au contraire, il y a quelque chose de très fort, où tu sens une force dans... Presque un monstre. Ouais, presque un monstre, quoi, où t'as besoin d'aller te recroqueviller dans un coin de ta chambre pour souffler et se retrouver. Donc moi, j'adore quitter Paris, et après, je me rends compte que j'adore retrouver Paris aussi, tu vois. Mais il y a un rapport comme ça, un peu passionnel et pas évident, je trouve, avec cette ville. Alors je propose qu'on écoute un petit extrait, et on se retrouve juste après pour parler un peu plus donc, de ta musique. Tout de suite, un extrait de saison. Il s'agit de Violette d'automne, un des poèmes mis en musique et chanté par Pauline Paris. Les violettes d'automne, l'air pleure le printemps fervent, les arbres souffrent dans le vent, sans opulence et sans couronne. Ah, les violettes d'automne, tu viens toi que je n'aime plus, portant les regrets superflus, pâle qu'une madone. Ah, les violettes d'automne, je songe à nos mauvais adieux, nos souvenirs sont dans tes yeux, que la fraîcheur du jour étonne. Ah, les violettes d'automne, j'ai vu sous des midis plus beaux des roses jaillir des où l'aube de l'espoir rayonne. Ah, les violettes d'automne, où l'aube de l'espoir rayonne. Ah, les violettes d'automne, les violettes d'automne, les violettes d'automne. Mais notre désastreux amour ni réveil ni retour, ni sanglots dans sa voix tonne. Ah, les violettes d'automne, toi qui fus par les soirs d'été ma maîtresse et ma volupté, l'ardeur du baiser t'abandonne. Ah, les violettes d'automne, je songe à nos mauvais adieux, nos souvenirs sont dans tes yeux, que la fraîcheur du jour étonne. Ah, les violettes d'automne, j'ai vu sous des midis plus beaux des roses jaillir des tombeaux, où l'aube de l'espoir rayonne. Ah, les violettes d'automne, de l'espoir rayonne. Ah, les violettes d'automne, ah, les violettes d'automne, ah, les violettes d'automne. C'était Violette d'automne, un des 13 poèmes mis en musique et chanté par Pauline Paris, que vous pouvez retrouver sur l'album éponyme, également en spectacle. Voilà, je suis toujours en compagnie de Pauline Paris. Alors on en parlait tout à l'heure, t'as fait beaucoup d'albums, donc t'as fait un album premier de Sucre s'il vous plaît. Après il y a eu donc ce Carousel, qui est plutôt dans une ambiance swing à l'époque. Il y a d'abord Sans Sucre s'il vous plaît en 2006, après il y a Le Grand Jeu en 2009, et ensuite Carousel en 2017 même.
fait, il est sorti tardivement. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quand même une évolution. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu, voir ce qui... Sans sucre, s'il vous plaît, c'est vraiment un album assez intimiste, quoi, avec finalement quasiment que ma guitare, ma voix, et assez brut. Premier album comme ça, un petit peu très épuré, où en effet, on y parle un petit peu gouailleux, on y parle pas mal de Paris aussi. Et ensuite, le grand jeu, là, j'ai fait dans le même studio en Bourgogne, mais pour le coup, j'avais commencé déjà à travailler avec deux musiciens et des cuivres aussi. Et là, j'ai eu pas mal d'invités pour le grand jeu. Donc ça a été un album de cœur parce que c'était à la fois des amis, des nouveaux amis, des musiciens. Donc c'était très chaleureux ce travail. Et est-ce qu'il te apporte des choses alors du coup par rapport au premier album qui est intimiste? Est-ce que le fait d'être avec d'autres musiciens, ça t'a donné d'autres choses dans tes compositions? Ouais, j'ai écrit en pensant à mes musiciens aussi, du coup. Donc il y a des chansons plus qui sont pas toutes enregistrées dans le deuxième album, mais en gros souvent un peu plus péchu. J'ai découvert un peu le ska, j'ai réfléchi plus au big band, en termes de big band à certains moments, donc d'arrangement avec des cuivres. Et c'est vrai que rien que rythmiquement, faut penser, le premier album, il y a plein de chansons qui sont faites sans clic, sans tempo régulier. Le deuxième, tout est fait au clic, donc il y a quelque chose de plus dansant du coup aussi, parce qu'on reste vraiment sur un tempo régulier. Et ensuite, moi j'ai plein de petits souvenirs sympas où jusqu'au moment d'enregistrer, on n'était pas complètement sûr de la ligne mélodique des cuivres. Alors il y avait le percussionniste qui était en train d'enregistrer en studio, donc on pouvait pas être là pour répéter. Du coup, sous la pluie, on se met dans la Renault Espace de l'enregistreur et on se met à trouver à 6 dans la Renault la dernière partie de cuivre pour s'usider justement. Et c'était très drôle, c'était vraiment sympa. Donc il y a eu aussi Jolie Philippe, une chanson qui s'appelle Jolie Philippe dans cet album que j'aime beaucoup. J'ai écrite sur Philippe Basse, qui est un pianiste de rue, qui est décédé maintenant, mais qui a été un peu un mentor pour moi durant ma vingtaine. Et il est venu enregistrer avec son piano. C'était donc un pianiste de rue qui jouait à Odéon et au Luxembourg, qui m'a fait découvrir plein de clubs de jazz, rencontrer des personnes, qui m'a vraiment fait découvrir le milieu de la nuit de Paris. Et je lui avais écrit une chanson, il est venu avec son piano, jouer le piano sur cette chanson, donc c'était hyper touchant aussi de la voir. Et voilà, et le troisième album, Carousel, donc du coup il y a eu 10 ans en fait entre le grand jeu et Carousel, mais il y a eu aussi les albums jeunes publics à l'intérieur. On a fait Marlaguette et Mishka, Pépito, donc ça c'est aussi d'autres albums qui sont sortis, mais du côté jeune public. C'est des opportunités ou c'est des volontés? On se dit tiens, il est temps que je sorte un album. Comment ça se passe au niveau de ce que tu composes? Est-ce que c'est des choses, tu prends juste ta guitare, c'est en répète et puis il y a des chansons qui sont produites, ou est-ce que c'est, tu parlais de rencontres, est-ce que c'est des gens que tu rencontres, tu te dis tiens, il faut que j'écrive une chanson sur ça? Comment ça se passe? Tu veux dire par rapport à la composition? Ouais, par rapport à la composition. Le fait de faire un album. La composition, en fait, je prévois pas toujours, je prévois rarement le sujet à l'avance avant de m'y mettre. Ça m'est arrivé une fois pour Black Diamond, là où c'était même une commande d'une femme en Allemagne qui m'a demandé de lui écrire son album. Et donc là, je savais, je me suis vraiment calquée sur elle, sa personne, qui elle était. Elle m'a raconté toute sa vie pendant deux jours, et à partir de là, j'ai écrit aussi par rapport à elle. Donc c'était intéressant. Mais en soi, quand j'écris mes chansons, je me suis aperçue, c'est inconscient, mais maintenant que j'ai quand même pas mal bourlingué, je me suis aperçue qu'il y avait en effet des schémas répétitifs, comme le fait en effet de rencontrer une personne qui va me raconter une histoire au coin d'un bar, qui va se livrer. Une personne qui se livre, ça va tout de suite me toucher. Soit elle me raconte une histoire, soit c'est son essence, son aura, sa manière de me parler, sa douceur, ou au contraire, ou sa souffrance dans les yeux, sa manière d'être, sa manière de parler aux autres, de parler d'elle-même. Voilà, beaucoup de choses qui entrent en jeu, qui font qu'elle va m'imprégner, et je vais rentrer chez moi et je vais avoir envie de la faire vivre. Et de manière un peu, parce que pour moi tout artiste a un petit côté un peu sensu, je vais en fait aussi me l'approprier et en fait devenir un peu elle. Donc je vais mettre l'œuvre va finalement être cette personne que j'ai rencontrée et moi, et ça fait une troisième personne. Je suis Madame Bovary, comme on dit. Ah oui, tout à fait, il y a de ça. Mais je me rends compte que oui, j'aime beaucoup
j'écris pas sur mes histoires purement personnelles, brutes. J'écris a priori sur les autres, mais en effet, et sur mon rapport à ces modèles, quoi. Et des gens que j'aime bien. C'est vrai que j'écris très peu sur des gens que j'aime pas, parce que, comme dit Carence, j'écrirai pas de chanson sur toi. Elle a une chanson comme ça sur les mecs harceleurs. Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai pas du tout envie de passer du temps à écrire une chanson sur quelqu'un que j'aime pas. J'ai l'impression qu'il va me faire perdre mon temps. Et il y a trop de belles personnes que j'ai envie d'inspirer le public. J'ai envie d'inspirer les gens autour de moi qui sortent du concert avec une joie de vivre, qui se sentent mieux, qui se disent c'est vrai, il y a toutes ces personnes-là qui ont osé faire, qui font, qui se révoltent, qui aiment, qui osent aimer. Ça les motive à oser se lancer dans leur projet, tu vois. Voilà, c'est un truc que j'ai envie de divulguer, moi, plus. Alors donc il y a ces 3 albums, et puis donc il y a 2 albums jeune public. Ouais. Si je dis pas de bêtises, qui est aussi une autre aventure. Donc c'est une aventure que tu fais avec Simon. Oui, Simon Benssa. Ensemble, on a commencé en 2013 avec Marla Getz, qui est un conte du père Castor. Et on a commencé par mettre en chanson l'histoire. Et après, on a demandé à Thierry Jeanne, qui est un metteur en scène, comédien qui vient du théâtre, de nous mettre en scène. Donc ça a vraiment commencé comme ça. On a fait l'album, en effet, vous pouvez l'écouter sur Deezer, un peu partout aussi. Et c'est assez amusant parce qu'on a commencé en 2013, on va être en 2023. Il y a des enfants de 17 ans qu'on recroise, qui étaient enfants, je veux dire maintenant des ados de 17 ans qui nous disent qu'ils écoutent encore l'album qu'ils avaient quand ils avaient 7 ans. Du coup, je vois que le temps a passé à partir de là. Et on a en effet fait Marlaguette. Ensuite, Simon a fait Le Vilain Petit Canard avec Thierry, mais du coup en solo. Et ensuite, on a retravaillé ensemble sur Mishka, qui est aussi un conte du père Castor. Et là récemment, qui est un ours en peluche. Ouais, là je joue un ours en peluche. J'ai très peur d'Avignon. Si jamais on fait Avignon cette année, c'est pas encore sûr, mais voilà, être en ours en peluche, en plein cagnard et tout ça, ça va être héroïque. Et puis on a Pépito, qui est un conte de Simon, qu'il a écrit, un conte écologique, qui était une commande en fait de la mairie de Bagneux. Pendant le Covid, en fait, tous les théâtres étaient fermés. Ils nous ont demandé. On pouvait aller dans les scolaires, faire des jeunes publics. Dans les écoles à fond. Beaucoup de gens l'ont fait. Et et du coup la mairie nous a dit voilà, on veut un spectacle. Le thème c'est l'environnement. Donc Simon a écrit ce super conte autour d'un petit bateau et on a construit une sorte de castelet à partir de l'art du kamishibai. C'est un art japonais qui ressemble à une sorte de castelet géant. Et on a aussi toujours le même principe, écrire les chansons par rapport à l'histoire et on se fait ensuite mettre en scène par Thierry. Et voilà, on a un super décorateur, Ludovic Meunier aussi, qui nous fait nos décors. Une costumière aussi vraiment bien, Betty. Et donc voilà, ça c'est mon autre vie côté jeune public. Et après il y a eu Carousel aussi en 2017 pour en revenir à mes chansons. Et Carousel, c'était encore une autre expérience. Donc voilà, on n'est plus dans l'intimisme, on n'est plus dans l'enregistrement avec des copains musiciens. On est tout d'un coup là avec un arrangeur qui était David Lewis, le trompettiste pianiste de Paris Combo, que j'ai rencontré pendant une tournée un peu folle, le French Kiss Tour. C'était avec Belle Duberry et Pauline Croze. Et on est parti, on a fait 10 dates dans les pays de l'Est. Et David était là et il a aimé mon univers et donc il m'a proposé d'arranger et de réaliser cet album. Là, il y a des partitions écrites, c'est sérieux, il y a des quatuors à cordes, il y a des cuivres, il y a des super musiciens. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Je suis contente du résultat, mais il est un petit peu plus étranger pour moi parce que j'ai été un peu plus en retrait. C'est vrai que j'ai écrit les chansons, mais j'ai moins eu mon mot à dire dans les arrangements, dans le choix des musiciens, tout ça, et donc j'ai un peu plus l'impression d'être interprète à la voix. J'ai pas trop joué de guitare dessus non plus. On avait le guitariste de Benabar. Mais voilà, tu vois, et donc c'était une grosse prod. Voilà, c'est un album grosse prod. Là, on avait eu plein de subventions et en soi, c'est un bel album. Il est très élégant. Et là, je chante aussi de manière beaucoup plus dans la retenue, donc assez différente que les 2 autres albums où j'étais beaucoup plus brute. Et après, il y a 13 poèmes avec René Vivien, où là, je crois que c'est mon album préféré. Alors, je sais pas si c'est toujours ça, si c'est toujours le dernier album qui est notre album préféré. Mais là, en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai l'impression d'avoir pu rassembler beaucoup de choses de mes expériences passées dans cet album. Là, c'est costumé. Le spectacle est tout à fait costumé. Il y a une partie historique, présentation de contextualisée. Ça aussi, c'est quelque chose que dans le CD, on n'a
pas forcément, parce qu'on a les chansons, on n'a pas tout le côté qui est dans le spectacle. Enfin voilà, il y a un costume avec une veste empire, hein, un peu. Oui, c'est ça, c'est une veste un peu napoléonienne. C'est ce que j'avais envie de dire. Ouais. Avec effectivement ces explications de ce qui se passe. Oui, où je raconte vraiment l'histoire et la vie et des anecdotes autour de René Vivien. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Moi-même, voilà, avant 2017, je connaissais pas du tout. Et du coup, on a fait pas mal de recherches avec d'autres amis, avec Olia, notamment Tayeb Chérif, qui est passionnée par le sujet, et Nicole G. Albert, qui est aussi une spécialiste de René Vivien. Et j'ai un peu glané, voilà, des anecdotes, des histoires autour de cette femme que je présente au fur et à mesure du spectacle. Et en fait, au fur et à mesure du spectacle, je deviens René Vivien. Donc là, encore une fois, comme ce mécanisme de présenter quelqu'un qui est un modèle et de le devenir, quoi. Ouais, l'envie d'être cette personne, l'incarnation, la réincarnation d'où Vivien 21. Vivien au 21e siècle, c'est moi. 21, donc il y a quand même l'obsession sur ce spectacle-là que c'est visité d'une manière moderne, en fait. Hein. Enfin, voilà, faut quand même le préciser, c'est qu'on est un spectacle avec de la musique moderne, entre guillemets, sur ces poèmes. Voilà, j'ai pas sorti la harpe, la harpe ou le clavecin. Mais oui, tout à fait. C'est vraiment des chansons, et c'était mon défi dans ce projet, c'était d'utiliser la chanson et de me dire, tiens, qu'est-ce que ça fait de ressortir une langue française comme ça, très fleurie. Parce que si vous lisez les poèmes de Vivien, vous allez vous rendre compte que le vocabulaire est très riche et plein, et parfois beaucoup dans les descriptions ou dans les adjectifs. Et donc, je me disais, il y a plein de mots que moi je connaissais pas, que je suis allée chercher, comme pactis, atis, plein de trucs, et inspiré notamment de la Grèce antique. Et en fait, je me suis dit, comment le public, est-ce qu'un public d'aujourd'hui, du 21e siècle, comprend tout, ou en tout cas peut être atteint, l'écouter comme une chanson normale. L'idée, c'était d'utiliser cette chanson populaire pour servir le texte riche et réussir à le transmettre, quoi. Mais ouais, pour en revenir à ça, c'est vrai que pour le spectacle, il y a tout ce travail en effet de costume et de réincarnation qui vient petit à petit. Et pour l'album, disons que, parce qu'en fait j'ai fait l'album avant de faire le spectacle, l'album qui est en vrai un livre CD dessiné, donc il y a des dessins d'Elisa Franz pour chaque poème, et une préface de Nicole G. Albert, donc la spécialiste de René Vivien, et un petit mot d'Ella Nazera aussi, qui m'avait fait découvrir cette superbe poétesse. Et ce livre CD, sorti chez Aerosonics, ça a été vraiment un départ ensuite pour créer le spectacle. Et donc l'album, en soi, on l'a fait chez Duncan, qui est aussi avec moi sur scène, Duncan Roberts, et on a travaillé de manière très... En fait, moi, j'avais déjà préparé les maquettes, j'avais mes idées d'arrangement que j'avais fait chez moi, sur mon logiciel, tout ça. Et ensuite, je suis entrée en studio, on savait qu'on avait une semaine, il y avait très peu de moyens financiers pour ce projet. Donc, Duncan, il s'est joué de plein d'instruments, moi, je sais bidouiller plusieurs instruments, et ensemble, quasiment que tous les deux, en fait, on a construit à partir de mes arrangements, et en rajoutant parfois un peu des siens aussi, et on a édulcoré. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir construit, tu vois, d'avoir pas été seulement l'architecte, mais d'avoir aussi été l'ouvrière du bâtiment, tu vois, d'avoir vraiment créé les fondations. Ouais, et c'est très très enrichissant, satisfaisant pour soi d'en sortir. Il y a aussi Raphaël Leroy qui est venu faire la contrebasse, et Kate, ma belle-sœur, qui est celle qui parle en anglais je crois que c'est la piste 6, où il y a un texte en anglais, parce que Kate est anglaise, donc... Je me suis demandé justement, parce que dans l'album, on se dit, c'est pas la voix de Pauline. On se rend compte on se dit pas que j'ai un super accent anglais. Non, en effet, c'est Kate Paris Bousfield qui a bien voulu venir pour mettre ce joli petit grain de voix sur cet album. C'est The Fjord Ondine, ça s'appelle. The Fjord Ondine, l'histoire d'une sirène. Il y a une question que je pose régulièrement. Est-ce que tu pourrais nous partager une très mauvaise et une très bonne expérience de live que tu as pu faire? Une très mauvaise et une très bonne expérience de live. Pendant le spectacle, ou après le spectacle, ou avant le spectacle, en tournée, en loge. On prend tout. Ok. C'est compliqué parce que tu sais, j'en ai beaucoup. Faut que j'en choisisse une sur le vif. Il y en a une marrante. On était allé jouer à Hasbrook, près d'Arras. J'ai oublié le nom du lieu, et il a de la chance parce que ça lui fait pas une bonne pub. Si c'était le Chaka Punk. Je crois que ça s'appelait comme ça. Comme le nom de Hugo. Oui, non. Alors c'est pas Chaka Punk.
C'est pas Chaka Ponk, mais il y avait c'était proche de ce terme-là. Et c'était un bar en soi sympa, mais en fait, le pauvre, il nous avait programmé le jour où il y avait un gros match de foot. Et du coup, on arrive et en fait, personne n'était là, tout le monde était dans le bar d'en face, en train de voir le match. Et il nous avait promis, c'était pas énorme, mais il nous avait promis 100 €, tu vois. Donc il avait vraiment la haine parce qu'il y a dû avoir 3 personnes et qu'on était 4 à être venus. Et il a dû je crois que pour 3 personnes, c'est... Oui, c'était un peu dur, mais bon, nous, comme on était en tournée, on était contents de voir du pays, donc on était entre nous aussi, on était contents, on était mal à l'aise par rapport à lui, parce qu'il faisait un peu la gueule dans le coin de son bar, derrière le comptoir. Et mais bon, il était au courant qu'on était parisiens, voilà... C'était comme ça. Et il nous logeait au-dessus du bar. Et c'était très bizarre parce qu'il décide, en gros, il veut fermer assez rapidement. Donc il ferme. Mais alors, nous, on était logés au-dessus du bar et lui logeait encore au-dessus de nous. Et il avait peur qu'on aille se servir dans son bar. Du coup, il nous enfermait à clé au premier étage et lui montait au deuxième. Et il avait laissé les portes, les fenêtres ouvertes toute la journée en laissant la lumière allumée. Et en fait, c'était l'été et il y avait des moustiques, mais partout. Il n'y avait pas de drap c'était une sorte de grande pièce avec des matelas à l'arrache, tu vois, sans drap au-dessus, à même le sol, et des moustiques, mais une tripotée de moustiques. Le lendemain, on n'a pas dormi, hein, du coup. Il y en a un qui a fait un bad trip dans un coin de la pièce. C'était flippant parce qu'il supportait pas d'être enfermé. Et on s'est réveillés, on avait compté, moi j'avais 43 piqûres de moustiques, Raphaël en avait 37. Enfin, c'était l'horreur. Et donc quoi. On avait bien gagné nos 100 €, je trouve. Mais le type s'est vengé, je suis sûre qu'il a fait exprès d'ouvrir les fenêtres quand il a vu qu'il n'y avait pas de public. Terrible ça. C'est moche, hein. Et alors par contre, une belle histoire. Une histoire là qui me revient du French Kiss Tour qui m'avait beaucoup touchée. Pas grand chose, mais c'est un geste que j'aime bien. On jouait à Kiev, en fait. Dans... J'ai oublié le nom de ce parc, mais un grand parc qui surplombe la ville, hyper connu, magnifique, avec des petits lampadaires un peu partout et des petits sentiers. Et au milieu de ce parc, il y avait une sorte de grande estrade. Et donc le concert se faisait là. Et plein de monde, hein. Je pense qu'il y avait genre peut-être 1000 personnes peut-être. Et à la fin, donc moi j'étais hyper fière parce que on avait décidé, Belle Duberry, Pauline Croze et moi, en gros ça avait été décidé que moi je jouais en 3e, la dernière. À ce moment-là je me disais, ah ouais, c'est moi la star en fait. J'étais la moins connue des 3, mais c'est moi qui clôture le concert, j'étais hyper fière. Et donc je jouais avec beaucoup d'enthousiasme dans cette tournée. Et là à Kiev, je joue. Et c'était hyper touchant parce que dernière chanson, La Grande Roue, je chante. Et à la fin, les gens sont vraiment levés et venaient m'appeler. Donc j'ai dû venir en avant-scène et je vois cette vieille dame qui retire son bracelet et me le donne en pleurant et en serrant ma main dans ses mains en me donnant ce bracelet. Et donc j'ai toujours ce bracelet avec moi à la maison. Et vraiment, ces visages hyper touchés, alors que je chantais en français, ils comprenaient rien. Je me suis dit, je leur ai apporté quelque chose, une émotion. Et c'était vraiment fort. Donc, voilà. Une belle expérience. Ouais, belle expérience. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains... Qu'il y a un album chanson qui va être fait, un autre spectacle. Est-ce que le spectacle Vivien, tu disais qu'il tournerait en mars prochain, oui, potentiellement, alors, j'ai l'espoir. Rien n'est confirmé ou quoi que ce soit, mais j'ai l'espoir, en gros, de pouvoir peut-être le tourner dans un théâtre à Paris et l'année prochaine, peut-être. Et aussi de le jouer peut-être en Allemagne via des instituts français. Mais voilà, tout est un peu en discussion, donc on verra. Mais je pense qu'il y a en tout cas, il y a un avenir pour Vivien, ça parle aux gens et voilà, les maisons de la poésie, c'est un spectacle qui a sa place. Ouais. Donc j'essaie aussi de contacter la maison de la poésie à Paris, mais ils sont très durs à avoir, donc ils ne répondent pas à mes messages, donc on verra. La prochaine fois que j'y vais, oui, tu peux toquer. Tu leur dis, alors. Je m'en servirai ton nom. Qu'est-ce qui se passe avec Pauline Paris, là? Plus possible.
Mais voilà, après, dans les projets à venir, là, cette année, on va jouer Marlaguette, Mishka, Pépito. Marlaguette, on va le jouer en fait de janvier à mars à la Folie Théâtre dans le 11e. Ensuite, on va jouer Pépito au Théâtre Essaillon de mars à mai. Et très probablement Mishka en Noël 2023. Donc ça, c'est pour le jeune public. Et ensuite, mes chansons, je suis sur une idée de concept un peu, mais encore trop vague pour en parler pour l'instant. Voilà, je suis mystérieuse, je reste mystérieuse. Ouais. C'est bien, entend bien le mystère. J'avais dit que je parlerais du Cénobar où t'as fait beaucoup de dates. Ouais. En fait, il se passe quoi là-bas? C'est un peu ton fief, c'est ça? C'est devenu complètement mon fief, mon QG, c'est mon coup de cœur. C'est comment dire, j'y retrouve tout ce que j'ai rêvé de trouver dans un bar cabaret à Paris. Je suis devenue un peu comment dire, sédentaire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand t'as tout ce que tu veux dans le même lieu. Pourquoi aller ailleurs où tu sais que c'est moins bien? C'est un peu... Mais en tout cas, je trouve qu'elle devrait servir, le Cénobar, Christelle, sa manière de gérer ce lieu devrait servir d'exemple pour d'autres lieux à venir à Paris parce que ça fonctionne hyper bien. Elle fidélise à la fois des artistes et un public, donc c'est encore jeune. Il y a parfois des soirées où c'est plein, parfois moins et tout ça. Il y a encore un bouche à oreille à développer. Mais c'est clair on y retrouve un peu cette ambiance du Limonaire. Voilà, pour ceux qui connaissent le Limonaire. Qui est maintenant au Thénardier, là. Qui est au Thénardier, le bal du Limonaire. Ouais, ils font... Ils étaient encore samedi dernier. Bah oui, j'ai vu, j'aurais bien aimé y être, mais ouais, j'avais ma soirée aussi. Et ça, c'est hyper sympa. Tout faire. Non, on peut pas tout faire. Mais elle fait ce truc qu'on retrouvait genre au cabaret là, du Limonaire où en fait, elle dit aux gens de se taire au début, elle fait une annonce, elle passe le chapeau, puis il y a le spectacle, les gens respectent ce silence, écoutent, et en même temps, ça reste un bar où on peut consommer, il y a un côté détente qu'on retrouve dans les bars et respect qu'on retrouve dans les salles. Je trouve que ça se mélange bien. Vous savez que moi, Christelle, elle a accroché avec mon univers, avec ce que je fais. Et en fait, je propose des choses assez différentes. Donc, j'ai rarement fait le même spectacle au Cénobar. On fait beaucoup de choses. Là, récemment, j'organise une trivial party une fois par trimestre. C'est un quiz avec le public où on est 4 artistes. Il y a Camille Feist, Arthur Rature et Eddie Wanka, qui sont 4 personnes qui viennent très souvent au Cénobar, qui elles-mêmes jouent et tout ça, et qui aiment le lieu. C'est un cabaret, hein. C'est un univers très loufoque. Et le Trivial Party, voilà, c'est autour du jeu du Trivial Poursuite. L'idée, c'est de faire deviner des questions autour de la culture générale, mais à chacun d'entre nous, on a un personnage loufoque, un peu barré. Donc là, dernièrement, moi, par exemple, je faisais deviner en mimant des expressions françaises, mais le sens propre du terme. Donc, genre, si ça avait été, les carottes sont cuites, je serais arrivée avec une poêle, j'aurais coupé mes carottes, je les fous dans la poêle, tu les cuis. Et je les cuis, quoi. Mais chacun a un peu son personnage, et c'est assez drôle à faire. Le public participe et à la fin gagne une bouteille d'hydromel de l'atelier. Voilà, il y a ça qu'on fait. Ce qui est beau, c'est qu'on travaille aussi entre artistes qui nous rencontrons au Cénobar. Il y a des passerelles. Ce que j'aime chez elle aussi. Ouais, il y a beaucoup de passerelles. Christelle fait le lien aussi beaucoup, elle présente les gens entre eux. Donc voilà, c'est un lieu de rencontre, quoi. C'est un lieu de rencontre. Mais aussi avec le public. C'est pas un entre-nous. Je veux dire, c'est très ouvert. C'est pas parce que je joue tout le temps que les autres peuvent pas y jouer. Tu vois, enfin, il y a un truc il y a plein d'autres choses, hein, en vrai. Voilà, enfin, je pense qu'il y a quelque chose de... Toutes les personnes qui viennent souvent au Cénobar ont envie de rencontrer des nouvelles personnes aussi, et qu'il y a quelque chose de très ouvert. Et voilà, et aussi vraiment des discussions avec le public, des gens qui sont pas artistes. Elle fait ses soirées, les Cénobarets, les vendredis, qui sont ouvertes à tout le monde, autant les artistes que des gens qui débutent. Et elle adore ça. Et Christelle, sa générosité, elle vient aussi de là, c'est qu'elle aime en fait être au début d'un spectacle, voir sa fragilité, le voir naître. Donc elle valorise beaucoup ça, plus que un spectacle tout fait, tout créé, nickel et tout ça, ça l'intéresse un peu moins. Elle veut voir... Les choses se transformer sous ses yeux, quoi.
et offrir cette opportunité-là aux gens. Et ça a pas de prix parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est très compliqué de trouver. On te demande déjà d'avoir soit ton spectacle fait, mais c'est la croix et la bannière pour trouver des lieux où répéter, ou voilà. C'est un tout et tout ça. Ouais, moi, c'est mon top 1 depuis 2 ans maintenant. Alors on prend note. Vous prenez note, Il faudra venez y aller. au Cénobar, 6 rue Victor Le Tal. Potentiellement pour une date de Pauline Paris. Très possible. J'y jouerai sûrement en 2023. Alors à chaque fin de nos interviews, on pose une question, c'est une question libre. C'est si les gens ont un message à faire passer, ça peut être tout n'importe quoi. Est-ce que tu aurais un message que tu aurais envie de faire passer aux gens qui écoutent cette émission? Tu sais quel est le public qui écoute cette émission? Tout le monde. Tout le monde. Tous les gens qui écoutent des musiques. Alors, de la bonne musique. Tous les gens qui écoutent de la bonne musique, continuez d'écouter de la bonne musique, j'ai envie de dire. Continuez d'être curieux et de vous amuser avec les gens que vous découvrez, les choses que vous découvrez. Ouais, la vie est un grand jeu. Amusons-nous. Merci beaucoup Pauline Paris. Et puis à très bientôt pour une date. Et puis merci beaucoup pour avoir... merci à toi pour l'invitation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'était Pauline Paris dans les Échos partent en live. Merci à elle d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner plein de détails pour suivre Pauline sur les réseaux sociaux et les prochaines dates pour ses spectacles, je vous propose d'écouter un dernier extrait. C'est Sans fleurs à votre front, encore un poème de René Vivien, mis en musique et chanté par Pauline Paris. Vous n'avez point voulu m'écouter, mais qu'importe. Oh, vous dont le courroux vertueux s'échauffa, lorsque j'osais venir frapper à votre porte, vous ne cueillerez point les roses de Psapha. Vous ne verrez jamais les jardins et les berges où résonna l'accord puissant de son pactis. Et vous n'entendrez point le cœur sacré des vierges, ni l'hymne des ranas, ni le sanglot d'Attis. Ah, 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 chanter, nul écho ne s'éveille dans vos maisons aux murs chaudement endormis. Je m'en vais sans colère et sans haine, pareil à ceux-là qui n'ont point de parents ni d'amis. Je ne suis point de ceux que la foule renomme, mais de ce qu'elle est, car j'osais concevoir qu'une vierge amoureuse est plus belle qu'un homme. Et j'ai cherché des cieux de femmes au fond du soir. Ah, 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 méchants, nous n'aurons ni honte ni tristesse de voir nous mépriser ce que nous méprisons. Et ce n'est plus à la foule que je m'adresse. Je n'ai jamais compris les lois ni les raisons. Allons-nous-en, méchants dédaignés, et moi-même, que nous importe ceux qui n'ont point écouté. Allons vers le silence et vers l'ombre que j'aime, et que l'oubli nous garde en son éternité. Ah, 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 ah. Allons-nous-en.
c'était Sans fleurs à votre front, l'un des 13 poèmes de René Vivien, mis en musique et chanté par Pauline Paris. Merci à Pauline Paris d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast et d'avoir répondu à nos questions, ça nous a fait hyper plaisir. Vous pouvez suivre Pauline Paris sur son site internet paulineparis.com, P-A-R-I-S à Paris, également sur sa page Facebook Pauline Paris officielle et sur Instagram au même nom. Notez qu'elle dispose également d'une page YouTube où vous avez une multitude de vidéos, de clips et des extraits du spectacle Vivian 21. En parlant de 13 poèmes de René Vivien, sachez que le CD est toujours disponible sur son site ou sur toutes les bonnes crèmeries. Sont disponibles également ses 3 albums chansons, Sans sucre s'il vous plaît, Le Grand Jeu et Carousel. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a également les albums de sa collaboration avec Simon Benza pour son théâtre jeune public, avec Mishka et Marlaguette. Suivez bien son actualité pour connaître les prochaines dates de ses concerts, chansons et de son spectacle Vivian 21 qui seront bientôt de retour très prochainement. Pour le jeune public, vous pouvez emmener les enfants que vous chérissez du 11 janvier au 11 mars 2023 à la Folie Théâtre à 16h30 pour Marlaguette au 6 rue de la Folie Méricourt et du 15 mars au 29 mai pour Pépito au théâtre Essaillon 6 rue Pierre-Hollard dans le 4e. Merci encore à Pauline d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver les podcasts précédents sur lesicospartenlive.lepodcast.fr, également sur toutes vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à nous faire des retours, positifs ou négatifs, sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et une page Instagram. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver plein d'informations sur l'actualité musicale des artistes que nous suivons et que nous aimons, également des vidéos de concerts auxquels nous allons et bien sûr des actualités sur le podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains podcasts. En attendant le prochain podcast des Échos partent en live, j'espère vous voir en concert de Pauline Paris par exemple, parce qu'on ne le répétera jamais assez, ici le mot d'ordre c'est aller à des concerts. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain Les Échos partent en live.